Bienvenue à notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits du guide Comment réussir un audit qualité d'Abdellah Hamdoun. L'idée, c'est de distiller l'essentiel pour mener des audits qualité qui servent vraiment à quelque chose. Le guide, il insiste pas mal sur la préparation. Pour commencer, les référentiels. Bon, il y a l'ISO 9001, ok, mais qu'est-ce que le guide dit d'autre? Ce qui est vraiment crucial selon le secteur. Oui, tout à fait. Et c'est un point important du guide, l'adaptation. L'ISO 9001, c'est la base, on est d'accord, pour le management qualité. Mais il souligne bien qu'il faut maîtriser les normes spécifiques. Par exemple, l'ISO 14001 pour l'environnement ou la 45001 pour la santé et sécurité. Ah oui, d'accord. Ou même des choses très pointues, genre l'ISO TS 16199 dans l'auto. Si on les connaît pas, l'audit risque d'être un peu superficiel, quoi. Logique. Elles ont toutes cette idée d'amélioration continue, mais chacune avec ses spécificités. Et le guide insiste énormément sur la planification. On s'en doute un peu. Mais est-ce qu'il met le doigt sur un truc en particulier qui est souvent le point faible? Oui, justement. Le guide pointe la définition précise des objectifs et du périmètre, et surtout l'alignement avec les vrais risques de l'entreprise. C'est ça qui fait la différence. C'est cet alignement qui manque souvent, alors. C'est souvent là que ça coince, oui. Que l'audit devienne plus qu'une simple case à cocher, mais un vrai outil stratégique. Après, bien sûr, il détaille la partie ressources. Justement, les ressources. Le temps, le budget, bon. Mais les compétences de l'équipe d'audit. Le guide donne des conseils pour être sûr qu'elles sont bien adaptées. Absolument. Il dit qu'il faut s'assurer que l'équipe connaisse bien les référentiels, ok, mais aussi qu'elle comprenne assez bien les processus qu'elle va auditer. Mhm. Il parle aussi des outils à préparer, rassembler les bons documents avant les procédures, les anciens rapports, et surtout préparer les supports d'évaluation. Les checklists, ce genre de choses. Voilà, les listes de contrôle, mais bien ciblées sur les objectifs et les risques qu'on a identifiés, pas des listes génériques. Et le calendrier, il découle de tout ça, s'il est réaliste. Ok, mais bon, la vraie vie, c'est pas toujours un plan parfait. Le guide parle des situations un peu compliquées. La résistance, un imprévu. C'est quoi l'approche conseillée à part rester calme? Ah, ça, c'est le côté très pratique du guide. Oui, le calme, le professionnalisme, c'est la base. Mais face à quelqu'un qui résiste, il suggère d'expliquer pourquoi on demande cette info, le lien avec l'objectif de l'audit. Pour donner du sens. Exactement. Et si une info clé manque vraiment, la procédure est claire. On documente précisément ce manque, on évalue l'impact que ça a sur l'audit, et hop, on en discute avec la direction. Faut une décision formelle. Et si, concrètement, le jour J, une personne clé est absente ou un doc est introuvable? Alors là, le mot d'ordre, c'est flexibilité. Mais une flexibilité documentée. C'est ça qu'insiste le guide. On cherche activement autre chose. D'autres preuves. Oui, d'autres documents, on fait des entretiens croisés, on essaye. Si ça suffit pas, on peut reprogrammer cette partie précise. Et si c'est vraiment impossible, il faut ajuster le périmètre de l'audit. Ah d'accord. Mais attention, on justifie pourquoi et on enregistre formellement le changement. Pas d'improvisation totale. Très clair. Après le terrain vient le rapport. Le guide insiste sur les recommandations. Qu'est-ce qui fait une bonne recommandation selon lui? Pas juste une suggestion vague. Une bonne recommandation, d'après le guide, elle est d'abord basée sur des faits, des preuves objectives qu'on a collectées. Ensuite, elle doit être claire, concise, mais surtout actionnable, c'est-à-dire réaliste pour l'organisation. Et mesurable, j'imagine. Idéalement, oui, mesurable. Plutôt que améliorer la qualité, on dira mettre en place telle action pour réduire les défauts X de 10% d'ici 6 mois. Le guide conseille aussi de les prioriser. Critiques, majeures, mineures. Ça aide à savoir par où commencer. D'accord. Et un point important, le rapport doit être validé par toute l'équipe d'audit avant d'être envoyé, pour être sûr qu'on est tous d'accord. Et le suivi après l'audit? On a l'impression que c'est parfois un peu oublié. Comment le guide remet ça au centre? Ah, il le présente vraiment comme la condition indispensable à l'amélioration continue. En gros, l'audit sert à rien si on ne suit pas les actions correctives derrière. Logique, mais bon. Le guide insiste, il faut un plan d'action clair qui fait quoi, quand, et surtout, une communication régulière entre les auditeurs et les responsables des actions, pour vérifier que ça avance et que c'est efficace. Sans ça, l'audit, ça reste une photo à un instant T sans impact durable. Et pour aider à tout ça, le numérique arrive aussi dans les audits, j'imagine. Quels outils le guide met en avant? Oui, oui, le digital est vu comme un vrai levier d'efficacité. Le guide cite plusieurs types d'outils. D'abord, les logiciels de gestion d'audit complets, comme Audit Board ou Master Control, pour tout piloter. Ok.
Ensuite, les plateformes collaboratives type Teams ou Slack pour mieux échanger, surtout si on est à distance. Puis des applis mobiles pour le terrain. Pour prendre des notes, des photos. C'est ça, eAuditor, GoAudit, pour collecter les preuves de manière structurée. Et enfin, des outils plus spécifiques pour le suivi des actions correctives, comme TrackWise ou Caltrax, pour être sûr de bien boucler la boucle. Bon, si on résume rapidement ce qu'on a tiré de ce guide d'Abdellah Hamdoumi, un audit qualité réussi, ça demande un alignement stratégique dès le début, dans la planification. Ensuite, une gestion des imprévus qui soit à la fois rigoureuse et flexible, des recommandations basées sur des faits et surtout actionnables, un suivi systématique pour que ça mène vraiment à l'amélioration, et puis l'appui des outils numériques pour rendre tout ça plus efficace. C'est une excellente synthèse, oui. Et peut-être pour laisser une question ouverte, qui va un peu au-delà du guide lui-même. Si l'audit vérifie la conformité et pousse à corriger les problèmes après coup, comment une organisation pourrait-elle, en amont, cultiver une vraie culture qualité? Une culture où repérer et traiter les petits problèmes, les signaux faibles, deviendrait un réflexe de tous les jours, avant même l'audit. Ça transformerait peut-être l'audit de simple révélateur de problèmes en validateur de bonnes pratiques, non?